Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans On parle santé, la chronique qui analyse et qui rend accessibles les sujets qui nous concernent tous au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème central pour notre bien-être, l'alimentation et la nutrition. Entre idées reçues, régimes à la mode et conseils contradictoires, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Collin, diététicienne nutritionniste. Bonjour Lucie, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, de me recevoir. Bah, c'est un plaisir. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien, ça va très bien, merci. On va parler un peu de votre métier. Donc, vous êtes diététicienne nutritionniste. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, nous présenter un peu votre parcours, votre formation? Oui, alors déjà cette formation, c'est un BTS qui se fait sur 2 ans. Moi, j'ai eu la chance de le faire en alternance, donc du coup, j'étais dans une pharmacie, pour mon alternance qui a duré 2 ans, où j'ai pu découvrir tout le milieu, du coup, un milieu, de la santé qu'on connaît peu. Quand on n'est pas dans le milieu, on connaît peu la pharmacie et aussi de me spécialiser beaucoup dans tout ce qui est, compléments alimentaires, micronutrition et ces choses-là. Et pourquoi justement donc la pharmacie? Pourquoi ce choix Alors de l'entreprise? c'était p alors bon, c'était plutôt parce qu'ils m'ont pris, OK. parce que c'est assez difficile de trouver, une alternance quand même en diététique. Ils demandent, s'il y a une diététicienne dans la structure, des choses comme ça ou alors des demandes assez particulières sur, un rapport à la diététique, un rapport à la santé, des choses comme ça. Donc le choix, il est pas non plus très large et du coup, j'ai eu la chance parce que du coup, mon patron, le pharmacien, a été très ouvert à l'idée de mettre un petit peu plus de diététique au sein de la pharmacie et au sein de la santé du coup, voilà, en officine. Donc du coup, bon, c'était vraiment un choix, je sais pas si on peut parler d'un choix. Alors moi, je suis très contente de l'avoir fait de là-bas, mais j'ai pas eu beaucoup de choix, en fait. D'accord. Voilà. OK. Mais vous avez quand même pu apprendre pas mal de choses et vous regrettez pas, quoi? Non, non, pas du tout. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai, des collègues qui ont fait en initiale, donc c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout en alternance. L'alternance pour moi, c'était un peu, obligé dans un sens où, étant donné que j'ai repris mes études après, après 23 ans, donc du coup, c'était important pour moi de garder un pied dans le milieu, professionnel. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'alternance. Qu'est-ce que vous faisiez avant, justement? Alors moi, j'étais dans le sport. J'étais OK. éducatrice sportive. Mmh. Pourquoi ce choix justement de réorientation? Alors en fait, je travaillais dans une piscine qui proposait beaucoup de sport santé et en fait, j'ai adoré, voir l'évolution de ces personnes-là. Même en une séance, il y avait des évolutions qui étaient vraiment hyper impressionnantes et du coup, je me suis dit: «Eh ben, si on lie, le l'activité physique adaptée et la diététique, l'aspect un petit peu plus, nutritionnel derrière, surtout sur des pathologies chroniques, des choses comme ça pouvait vraiment faire des miracles». Donc du coup, je me suis lancée. Voilà. OK, super. Et ben, justement, on va parler un peu de ce que vous faites actuellement, après du coup l'obtention de votre BTS. En quoi consiste justement le métier de diététicienne nutritionniste? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quelles sont vos missions? Est-ce que vous travaillez dans une structure, particulière? Alors moi, j'ai fait le choix de me mettre en libéral. Donc du coup, j'ai monté mon cabinet. Je suis toute seule du coup dans un cabinet, de campagne, on va dire. C'est dans un petit village, donc une petite ville. Il y a pas grand-chose au terme de santé, autour. Donc voilà, c'est des milieux qui sont un petit peu pauvres en termes de professionnels de santé. Donc moi, j'ai monté mon cabinet à cet endroit-là. J'ai choisi le libéral parce que j'avais envie d'avoir cette liberté d'apporter, de partager mes connaissances et de prendre en charge les patients comme, comme ma vision de la nutrition, le veut et voilà, alors ma journée, ça va être vraiment des consultations. Ça peut être de tout, donc c'est-à-dire, de la perte de poids ou pour des enfants, pour, des personnes qui ont des pathologies chroniques, du diabète ou des problèmes au niveau sanguin, voilà, il y a un peu de tout. Ils sont souvent redirigés par leur médecin traitant. Heu, pour certains, ça reste quand même une démarche personnelle, donc voilà et puis voilà.
c'est à peu près tout. J'ai répondu à la question, je crois. Oui, oui, tout à fait. Justement, on venait parler des d'enfants. Est-ce que vous avez un type de patient? Par exemple, les enfants, généralement, pourquoi ils viennent vous voir, dans ce cadre-là? Alors ça dépend vraiment, plus les jeunes enfants, donc les très jeunes enfants, c'est surtout les parents qui viennent, pour de la néophobie alimentaire. D'accord. Donc c'est quelque chose heu, qui est pas très connu, mais qui est courant. Je sais pas si ça fait sens et sinon ça va être un petit peu, des enfants qui sont en surpoids et donc du coup qui viennent chercher un petit peu des réponses à leurs questions. Donc c'est plutôt aussi les parents, hein, qui font la démarche bien sûr, mais voilà, qui viennent, chercher un petit peu, des aiguillages, parce qu'ils sont perdus avec tout ce qu'on entend. Voilà, c'est surtout ce genre de profil-là chez les enfants. Et pour nos auditeurs, du coup, qui savent pas ce que c'est la néophobie alimentaire, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer, là-dessus? Ouais, en fait, c'est un trouble du comportement alimentaire qui va être passager, hein, donc ça va vraiment arriver entre les 18 mois et les 2 ans de l'enfant et ça va passer autour de 5 6 ans et c'est une période où l'enfant va être, va développer des rejets alimentaires, donc que ça soit des couleurs, des textures, des odeurs, tout ce qui va être nouveau, des choses qu'il a jamais vues, voilà, ça va être rejeté par l'enfant, mais ça peut être des choses qu'il a déjà mangées. Par exemple, juste un changement de texture, donc il a l'habitude de manger des carottes en purée, mais il va rejeter les carottes en rondelles, par exemple. C'est D'accord, vraiment, OK. c'est vraiment quand, Oui, c'est d'accord. nouveau, il rejette, voilà. OK, super, bah, c'est très intéressant. Merci. Voilà. Et à part justement donc les enfants, est-ce que vous avez un type de patient, on va dire précis? Je sais pas, des jeunes actifs ou plutôt des personnes un peu plus âgées, Alors sur la tranche d'âge, ça varie vraiment, mais par contre, j'ai beaucoup plus de femmes, man Ah oui, ouais, quand même, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, de manière générale, bien que, voilà, j'ai quand même des hommes aussi qui viennent au cabinet, mais c'est quand même pas la majorité des patients. Les femmes, elles viennent principalement alors, il y a la perte de poids, d'un côté, mais il y a aussi tout ce qui va être problème, type endométriose et tous les problèmes SOPK, par exemple, qui sont, des problèmes récurrents et pour lesquels j'ai beaucoup de patientes qui viennent me consulter. d'accord, OK. Et donc on là, vous avez répondu aussi, j'avais une question sur les problématiques générales. Donc on parlait de l'endométriose, de l'SOPK. Le fait qu'une femme ait justement le souci avec l'endométriose. Ça a coupé. Ah pardon, excusez-moi. Je disais par rapport aux problématiques Non, il y a pas de justement des patients, le fait qu'une femme ait de ouais. l'endométriose, en quoi ça va impacter justement, son organisme? Est-ce que ça va justement faire qu'elle ait une prise de poids ou comment ça va jouer? Alors ça peut influer un peu la prise de poids, mais ça va pas tant être à ce niveau-là qu'on va venir, travailler. Nous, on va vraiment venir travailler sur l'équilibre, surtout hormonal et sur de l'anti-inflammatoire beaucoup. Parce que, du coup, l'endométriose, ça va causer une inflammation et l'alimentation va permettre alors de 1 d'adapter, on va dire, la prise alimentaire pendant les crises qui peuvent être extrêmement douloureuses. Donc on va essayer de mettre au maximum le système digestif au repos, donc avec des choses qui passent bien, des choses simples et cetera et un côté qui va être vraiment plus anti-inflammatoire avec des choix de produits particuliers sur, des choix de qualité, hein, ça va être surtout ça. Des qualités de produits, la qualité de l'alimentation. Ouais, on entend beaucoup parler justement de l'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que ça va paraître, enfin, par exemple, privilégier le bio ou pas forcément? Ou peut-être, des plus de Alors légumes, de fruits? ouais, ça va surtout être se tourner beaucoup sur le végétal. Après évidemment le bio, c'est un label, hein, qui va venir certifier une certaine qualité de production, donc avec, la faible utilisation de pesticides ou des engrais qui vont être plutôt naturels. Donc évidemment que sur tout ce qui va être végétal, ça va avoir un certain impact sur la quantité de résidus de chimiques qu'on peut retrouver par exemple dans les fruits et légumes. Ça oui, après ça va être vraiment une alimentation qui va être tournée vers, donc le végétal, ça je vous l'ai dit, des protéines qui vont être, plus intéressantes et surtout des graisses de bonne qualité. On entend beaucoup des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9. Donc c'est vraiment sur cette, catégorie-là de graisses qu'on va venir, mettre l'accent, plus que sur les graisses saturées, donc on sait qui sont plutôt,
qui causent plutôt une inflammation et qui vont venir causer, surtout consommés en grande quantité, des problèmes après cardiovasculaires. Donc c'est vraiment adapter un petit peu la vie aussi de chaque personne puisque, il faut, aussi prendre en compte, bah, la vie de chacune et de chacun Mmh. dans ça. Donc ça va vraiment venir essayer de trouver des solutions, comment adapter en fonction aussi de la sévérité de l'atteinte. Donc D'accord. voilà, c'est Effectivement, une vraiment personne qui va faire de très l'exercice, pourra s'adapter aussi à l'exercice qu'elle va faire derrière. Si c'est 80 du sport aussi à côté, tout à fait. OK. Voilà, en fait, c'est vraiment le projet, c'est vraiment de réussir à adapter l'alimentation à la vie de la personne pour, limiter l'impact en fait de l'impact et le changement dans sa vie personnelle. C'est surtout ça. Il y en a forcément un petit peu, mais le but, c'est de limiter ça pour permettre, en fait, de l'accès à l'alimentation et l'accès à la connaissance et l'accès à la santé le plus facilement possible, on va dire. C'est très intéressant, en tout cas. Merci. Et j'ai une question, donc en parlant d'alimentation, pour vous, qu'est-ce une alimentation équilibrée, une bonne alimentation chez une personne qui a pas forcément de pathologie, qui cherche, on va dire, pas forcément à perdre du poids, mais voilà, une alimentation sur le long terme, comment doit être une assiette, en fait, d'une personne lambda, en général? Une assiette équilibrée, en fait, c'est Ouais, ça? voilà, c'est ça. Ouais, bah, en fait, c'est une bonne question parce qu'on entend énormément: manger équilibré», mais en fait, on se rend compte que, qu'est-ce que c'est manger équilibré finalement? On sait pas parce que, bah, on n'a pas les infos. Alors manger équilibré déjà, moi je pense que c'est manger varié. Donc il faut, réussir à intégrer de tout, changer, réussir à voilà, mixer un petit peu les saveurs dans son alimentation pour prendre aussi un peu de plaisir parce que ça compte. Et après, il faut retrouver une source de féculents, une source de protéines, c'est des choses auxquelles on ne peut pas enlever et aussi des légumes évidemment qui doivent, représenter la majorité du volume de notre assiette et voilà. Moi, ce que j'aime bien dire à mes patients, j'aime bien leur dire, s posez-vous la question: «Qu'est-ce que je vais manger avec mes légumes?» Ah voilà, parce que les légumes, c'est la majorité du coup du plat, à peu Voilà, près. il faut imaginer une assiette, donc voilà votre assiette, la moitié de légumes et ensuite on va venir mettre un quart de féculents, un quart de protéines. C'est généralement comme ça qu'on va venir présenter la chose et c'est assez visuel donc ça marche bien. Oui, C'est, effectivement. on s'imagine bien. Voilà, après, partir sur des choses simples, éviter tout ce qui va être ultra transformé, ça c'est hyper important et puis, voilà, c'est pas forcément une alimentation compliquée, une alimentation équilibrée. C'est vrai. Vu comme ça, il y a tellement de légumes et de fruits qui existent qu'on pourrait normalement trouver, notre assiette, tous les jours et puis changer, varier comme vous dites. Et Exactement. d'ailleurs pour que l'assiette soit, de manière, qu'elle soit réalisée, à bon escient dans le temps, est-ce que, vous pouvez nous dire s'il existe des bons ou des mauvais aliments, à proscrire justement notre alimentation? Ouais. Alors Des idées il y a reçues? aucun aliment à proscrire en soi. Après bien sûr, on va pas se mentir, il y en a des meilleurs que d'autres quand même. Ce qui est important, c'est de se poser la question. Je sais que cet aliment, c'est pas le meilleur pour ma santé, mais à quelle quantité je vais en manger et à quelle fréquence je vais en manger? Ça va être les plus importants, les questions les plus importantes. Parce que en soi, il y a pas d'aliments à supprimer complètement, mais il y a des aliments, bah oui, ce sera plus intéressant de les limiter au maximum. Voilà. Alors pour la petite anecdote, j'ai quand même une petite anecdote, il y a quand même une chose dans l'alimentation générale qui est, reconnue comme toxique en soi. C'est un mot qui fait peur, mais si vous voulez, dans tous les aliments, il y a des normes et des seuils de toxicité pour tout, hein, pour que ce soit les pesticides, les additifs, tout, tout, tout. Donc dans l'alimentation, que vous retrouvez donc dans vos étals du supermarché, même si c'est un aliment qui va être considéré comme un peu moins bon pour la santé, il y a un seuil de toxicité. Et il y a une seule chose qui n'a pas de seuil de toxicité, c'est-à-dire que la moindre faible quantité va être toxique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous Non? demande? C'est l'alcool. Ah oui. Voilà. Mmh. Ah ouais, C'est vrai. dommage. Et apparemment l'alcool, comme c'est assez sucré, je parle plutôt des vins, ça fait également, entre guillemets «grossir», on prend du poids
plus des fois avec le liquide, donc l'alcool, qu'en mangeant, des fast-food ou ce genre de choses. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Je sais pas si vous Alors en validez ou fait, oui, c'est parce que, l'alcool, ça va apporter de l'énergie. Donc du coup, d'accord. forcément, en fait, ce qui fait grossir, c'est parce que c'est vrai que ça, c'est souvent le cas, c'est: «Oh, est-ce que ça fait grossir? Est-ce que ça fait grossir?» Non, ça fait pas grossir. Ce qui fait grossir, par contre, c'est un déséquilibre calorique. C'est-à-dire quand on apporte plus d'énergie que ce qu'on en consomme. Ça Mmh. fait grossir, OK? Donc ça, oui, ça fait grossir. Donc forcément, si par exemple vous avez mangé votre quantité, d'aliments qui vous permet de maintenir votre poids et que vous rajoutez par-dessus, heu, je sais pas moi, quelques verres d'alcool, du coup, ça va juste faire un déséquilibre calorique, tout D'accord. simplement. Donc c'est pas ça qui va faire grossir en soi, ça va être vraiment le déséquilibre qui fera grossir. Et justement, est-ce que vous avez en tête d'autres idées reçues qu'on peut avoir sur l'alimentation, Ah bah, alors le pain fait Ah grossir, oui. ça c'est une idée reçue, mais alors celle-là, tout le temps. Sinon il y en a pas mal d'autres, hein, bah, par exemple les jus de fruits égale fruits. Donc ça Ah oui, c'est-à-dire, ma portion de fruits et ben, je la bois le matin. OK. Ça c'est une idée reçue aussi qui, revient pas mal. Heu, ouais, c'est celles à lesquelles je pense le plus, mais c'est vrai que les féculents, le pain fait grossir, ça c'est ouais, c'est des idées reçues les plus courantes. Et parce que du coup, le fruit, quand les gens vous disent: «Je bois mon jus de fruits, donc j'ai mangé mon fruit», c'est parce qu'en fait c'est mauvais parce que les jus de fruits, en fait, ils sont pleins d'additifs, c'est ça, hein? C'est mauvais parce que c'est très Alors sucré, alors ça va être très sucré, après c'est pas forcément plein d'additifs, mais on va dire que l'intérêt d'un fruit, si vous voulez, ça va être les vitamines et les fibres qui sont voilà, dedans. OK. Or, dans un jus de fruits, bah, du coup, on a retiré toutes les fibres et souvent quand on l'achète en supermarché, il est apertisé, donc il va être, traité pour, limiter les infections bactériennes et cetera et souvent, la chaleur détruit les vitamines, donc finalement, on se retrouve avec un produit qui n'a ni fibres ni vitamines et c'était les 2 intérêts principaux du fruit, donc du coup, c'est un peu dommage. Ça Oui, ça c'est ne vrai se vaut que pas, quoi. le fruit aussi, on peut le manger alors que c'est pas un liquide. Donc est-ce que le fait de manger aussi, d'avoir l'aspect où on peut croquer et cetera, on a cet effet plus vite de satiété, d'être Bien sûr rassasié plus rapidement? et puis, ah bah, ça c'est évident, bien sûr et puis ce qui va aussi jouer beaucoup sur ce rassasiement et cette satiété, d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez la différence? Bah, être, rassasié, donc c'est avoir plus faim, c'est ça? C'est l'envie en fait, j'ai plus faim et satiété, c'est pas que j'ai plus faim, c'est que je peux plus manger quoi, non? Le ra c'est pas c'est un peu ça, c'est le rassasiement, j'avais faim, j'ai mangé, je n'ai plus faim, OK? Et la satiété, c'est je n'ai pas faim, OK? Donc c'est-à-dire que quand on sort de table, voilà, il est 14h30, on a mangé à 13h, on n'a pas faim. On est en état de satiété. D'accord, oui, c'est quand même une nuance, OK. C'est une petite nuance. C'est une petite nuance, mais qui est importante quand même. Et Voilà. vous évoquez donc le pain, pour les personnes qui sont intolérantes au gluten notamment, le pain du coup pourrait éventuellement faire grossir ou pas forcément? Toujours pas? Alors non, en fait, l'intolérance au gluten, c'est vraiment un problème, surtout digestif, où, les éléments qui sont censés digérer le gluten ne le digèrent pas, où il y a un déficit de ces petits éléments-là, qui vont qui vont provoquer du coup une inflammation générale, des douleurs, des choses comme ça et avec l'inflammation, on va avoir tendance à gonfler un petit peu. D'accord. Mais en soi, non, ça fait pas plus grossir. Par contre, ça peut provoquer des problèmes après plus, bah, plus douloureux, digestifs, des troubles Voilà. digestifs, voilà, OK. ouais, qui sont Ça vraiment ralentit la digestion et donc ralentit l'évacuation, on va dire, du produit en ouais, lui-même. c'est même pas ça ralentit même pas, ça ralentit pas, ça irrite tout simplement. OK, ouais, Ça ça fait que inflamme, ça abîme si vous voulez, ça fait vraiment, ça met les intestins à vif en fait. Ça, là, on parle vraiment sur une maladie cœliaque, oui, oui, hein, oui, une grave oui, intolérance. Mmh. vous avez raison de préciser. Et donc par rapport justement, on parle donc d'alimentation, de personnes qui essaient de manger mieux. Parfois, avant de venir vous voir, j'imagine que certaines de vos patientes ou de vos patients regardent un peu sur internet ce qu'il existe et se documentent sur des régimes, pas forcément Oui, très bons au départ, peut-être un peu trop restrictifs. Est-ce que pour oui. vous les régimes, c'est quelque chose qui est, on va dire bien à suivre au début
pour une perte de poids, ou c'est forcément à proscrire? Il faut plutôt, voilà, découvrir un peu son alimentation avec une professionnelle justement? Ah oui, alors pour moi, tous les régimes de toute façon alors, les régimes, drastiques comme vous dites, et restrictifs sont à proscrire, heu, dans toute situation. Il y a pas alors, il y a si, il y a certaines situations, mais là, on va parler plutôt de pathologie, donc on va mettre de côté, mais sur vraiment une perte de poids, dans aucun cas, un régime drastique va fonctionner sur du long terme. Vous allez pouvoir perdre les 5 kilos qui vous embêtaient avant l'été, mais c'est des 5 kilos qui vont se transformer en 6 kilos, 3 mois ou 4 mois plus tard ou même 6 mois plus tard s'il faut. Mais en fait, ça ne peut pas être durable. C'est pas possible parce qu'on va venir, priver le corps. Donc ce qui se passe quand on prive le corps, donc déjà, on limite la prise alimentaire, on limite l'énergie qu'on va venir apporter et on va venir aussi du coup, si on diminue tout, diminuer les protéines et faire baisser sa masse musculaire. Inévitablement, si on diminue drastiquement les protéines, on va perdre en masse musculaire, donc on va perdre du poids, on va perdre de la masse musculaire, mais le problème, c'est qu'on va surtout abaisser son métabolisme de base qui est l'énergie que l'on consomme sans rien faire. Sans rien faire, on va venir consommer de l'énergie parce que je rappelle quand même que, 20 de l'énergie qu'on mange par jour, ça va être utilisé directement par notre cerveau. Donc tous nos organes pour vivre, pour, faire leur travail, ils utilisent de l'énergie. Si on abaisse donc sa masse musculaire, on va venir abaisser l'énergie que tout ça utilise et le régime drastique, il va fonctionner un certain temps, mais au bout d'un moment, notre corps, il va se mettre en mode «survie» entre guillemets, heu et on ne va ne faire que penser à l'alimentation tout le temps avec vraiment des ça va être impossible de résister. On va reprendre nos habitudes d'avant notre régime avec, du coup, un métabolisme qui est plus bas, donc moins d'énergie dépensée et là, on va venir déséquilibrer la fameuse balance énergétique dont je vous parlais tout à l'heure. Pour les mêmes apports, on va dépenser moins d'énergie, donc la balance sera déséquilibrée et on prendra du poids. Je sais pas si c'est clair? Si, 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 ça l'est. Mmh. OK. C'est clair. Voilà et ça, c'est ni plus ni moins que l'effet yo-yo si vous voulez. Parce Voilà. que du coup, on va reprendre 6 kilos qu'on voudra reperdre, donc on recommencera notre régime et cette fois du coup, on va perdre 5 kilos, donc il y aura toujours 1 kilo qui sera en rab, hein. Et puis après, on va avoir repris 8 kilos qu'on voudra reperdre et cetera et c'est comme ça en 10 ans de temps, on passe de, je sais pas, vouloir perdre 5 kilos à vouloir perdre 20 kilos et on sait pas pourquoi. OK, très bien. Parce qu'en général, selon vous, pour perdre efficacement, et durablement, il faut perdre environ combien de kilos par mois pour être sûr du coup de se stabiliser, in fine et de pas justement avoir cet effet yo-yo, qui s'installe? Généralement, on parle de 500 grammes par semaine. C'est une OK. perte de poids qui va être plutôt régulière, donc ça fait du 2 kilos par mois, mais 500 grammes par semaine, ça permet vraiment d'être encore plus régulier. C'est ça la base, je sais pas si c'est la base, mais disons que quelque chose qui va être hyper important, c'est la régularité. Mais que ce soit dans la perte de poids, mais dans les changements d'habitude aussi. Dans l'hydratation, ça sert à rien de boire 1 litre en rentrant du travail, mieux Oui, vaut boire 1 litre sur la dans la journée. journée. Bah C'est oui. vraiment la régularité qui va faire les résultats. OK, super. On a également pas mal de nos auditeurs qui nous ont écrit, qui vous ont, Oui. enfin en tout cas qui souhaitent vous poser des questions. Avec Hem, plaisir. donc la première question, c'était: est-ce que sauter à un repas, ça fait maigrir, selon vous? Non, pas forcément. Comme je vous disais, la base, le plus important, c'est la régularité. Donc des prises alimentaires régulièrement sur la journée, des prises alimentaires du coup qui seront intéressantes nutritionnellement, j'entends bien sûr, donc c'est-à-dire qui vont être riches en protéines, en fibres, avec un peu de féculents pour l'énergie. Ce sera plus intéressant, que, sauter un repas en pensant du coup déséquilibrer la balance énergétique, comme je vous disais, être en déficit calorique pour pouvoir maigrir, ça fonctionne pas forcément. Parce que du coup, après, on va dérégler d'autres choses qui seront plus au niveau hormonal et voilà. Effectivement, on l'avait évoqué. J'ai un autre auditeur qui nous demande si le chocolat au lait est aussi sucré que le chocolat noir? Le chocolat au lait est plus sucré que le chocolat noir. Dommage, c'est le meilleur, mais bon, Ouais, et le chocolat, j'imagine blanc, encore pire? c'est encore pire, il y a presque pas de chocolat dans Oui, parce qu'il c'est est du ultra transformé, c'est ça? En déjà le général. chocolat
Pardon, allez-y, Pardon. allez-y. Non, non, allez. Non, j'allais dire, c'est pas parce que le chocolat est un produit transformé que c'est un produit à supprimer, encore une fois, hein. Idéalement, un chocolat noir 70, ça a aussi des intérêts, surtout au niveau de l'apport en magnésium, par exemple. Mais c'est vrai qu'un chocolat au lait, un chocolat blanc, ça va être beaucoup plus sucré et un petit peu moins intéressant en composition. Et justement, j'allais vous demander à partir de combien de pourcents, de cacao, on va dire, le chocolat noir, il peut être, intéressant et au c'est vrai qu'après il devient un peu amer. À Ouais, 90, c'est un peu moins ça enfin, devient personne compliqué. qui aime bien, mais c'est vrai que Ouais, mais faut non, aimer. 70, c'est bien. Un chocolat noir 70, c'est déjà très bien. OK et une autre question, donc il y a une personne qui nous écrit pour nous dire qu'elle a toujours envie de sucre et qu'elle aimerait avoir un peu des petits tips pour savoir, ben, voilà, comment s'en débarrasser, comment ne plus grignoter entre les repas et cetera. Est-ce que vous Ah, avez des petites idées? ça, c'est un problème, récurrent, hein. Alors déjà, moi, je pense qu'il faut commencer par essayer de comprendre d'où viennent les envies. C'est-à-dire si c'est plutôt lié au stress, si c'est de la faim, parce que en fait, ça va changer. Faire la différence entre déjà faim et envie de manger, sur les envies de sucre principalement, et aussi se poser la question, savoir si l'alimentation durant la journée est est équilibrée. S'il y a de trop gros déséquilibres, ça peut favoriser les envies de sucre aussi, parce que du coup, le corps va avoir besoin de compenser aussi, donc il peut demander, du sucre. Le sucre, le sucre, les glucides, les féculents, ce sont des sucres aussi, ce sont l'énergie de notre corps, hein. C'est vraiment dans les féculents, dans les glucides, dans les sucres que les muscles vont venir chercher l'énergie. Donc si par exemple, c'est une personne qui, mange très peu de féculents, elle va avoir très peu d'énergie et le corps va potentiellement demander du sucre pour faire remonter ses réserves et avoir un peu plus d'énergie. Ça peut aussi être, donc c'est pour ça que je disais comprendre d'où viennent ces envies-là. Si c'est une personne très stressée, ça peut aussi favoriser, les envies de sucre, tout simplement parce qu'il y a des récepteurs au niveau du cerveau qui vont utiliser, l'apport en sucre, comme, attendez, j'essaie de formuler ma phrase pour que ce soit bien compréhensible. Si vous voulez, le sucre, il va agir sur les systèmes de récompense un petit peu aussi, OK. au niveau du cerveau. C'est pour ça que souvent quand on c'est pour ça que le sucre, en fait, c'est l'alimentation réconfort. Parce qu'on a besoin de se réconforter et que le sucre va agir sur notre cerveau, sur ces signaux-là, sur ces capteurs-là du confort. Donc c'est pour ça, ça peut venir de 2 choses. Si c'est une personne stressée, ça peut venir directement du stress ou d'un gros déséquilibre alimentaire, c'est possible aussi. On peut devenir accro au sucre, on peut ça peut être une drogue, difficile de s'en débarrasser. Alors, le sucre en lui-même, le produit n'est pas une drogue, mais comme je vous disais, ça joue sur les capteurs de réc sur les capteurs du cerveau qui vont entrer en compte quand il va s'agir de libérer, les sensations de réconfort, les sensations de récompense. Ça, par contre, ça peut agir comme, pas comme une drogue, mais on va dire que ça va être peut-être plus difficile de se séparer du sucre quand on va venir manger du sucre sur de l'émotionnel. Et on avait une 2e d'ailleurs, question par rapport au sucre et on Oui. nous demande s'il faut complètement arrêter le sucre pour être en bonne santé. Pas forcément. Comme je disais, il y a rien à supprimer complètement. Après évidemment, tout ce qui va être produit très sucré, donc alors ce que j'entends par produits sucrés, ça va être, les pâtisseries, les gâteaux, les choses comme ça, donc on sait que c'est sucré, les desserts de manière générale, ça va être plutôt des produits à limiter. Et on a une autre question, est-ce que manger le soir, ou en tout cas manger à une heure, plus tardive, fait prendre du poids, selon vous? Non, toujours pas. D'ailleurs, la nuit, notre corps fonctionne beaucoup. Tout ce qui va être régénération des tissus, le cerveau pour enregistrer la mémoire, tout ça, le foie qui va venir se détoxifier, ça nécessite énormément d'énergie, donc non, ça ne fera pas grossir. Par contre, pour plus de confort, par contre, mieux vaut manger, voilà, pas trop proche du moment où on va se coucher, donc OK. c'est-à-dire, prendre un certain temps entre la prise alimentaire et le moment où on va s'allonger pour des questions de confort digestif, tout simplement. D'accord. OK et dernière question, est-ce que selon vous, les produits light qu'on nous vend, dans les grandes surfaces, ils sont vraiment meilleurs pour la santé? Ils sont pas forcément meilleurs pour la santé parce que souvent, en tout cas dans certains cas, ils ont été donc les ça a été modifié, donc ça rend il y a des additifs qui viennent remplacer, que ce soit le goût ou voilà des choses comme ça, et ils sont plus transformés.
donc qui sont un peu moins brutes. Par exemple, voilà, si on prend le beurre light, ça va être un beurre coupé à l'eau, c'est pas forcément mieux, en fait. OK, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de choses passer, surtout en ce moment, avec, des produits comme le skyr ou d'autres produits un peu, protéinés, on va dire. Ouais, alors le skyr, c'est pas un mauvais produit du tout, en fait, c'est Ouais, une façon de le faire, donc c'est vraiment un fromage, c'est comme un fromage blanc, «dégraissé» entre guillemets et riche en protéines, mais c'est pas un produit, c'est pas considéré comme un produit light si vous voulez, c'est vraiment un produit OK. en soi, oui. C'est C'est pas ça que va du pas être un marketing. non, non, c'est pas que du marketing. Pour le coup, le skyr, moi, c'est vrai que j'en consomme beaucoup et je conseille vraiment la consommation aussi parce que, ça va être vraiment riche en protéines. Surtout au petit déjeuner, où le petit déjeuner, ça va être un des repas les plus importants sur la consommation de protéines et donc le skyr, ça permet de faire un petit déjeuner protéiné et sucré et souvent c'est apprécié. Et également donc par rapport à vos activités, on a fini un peu les questions, on a fait un peu le tour des questions. Vous êtes donc Mmh. diététicienne nutritionniste. Est-ce que Oui. vous faites d'autres choses à côté, comme terme en type de soins ou Alors oui, parce que du coup, comme je vous disais, moi j'ai monté mon cabinet. Donc au-delà de tout ce qui est consultation diététique, et téléconsultation, j'ai associé le drainage lymphatique. Voilà, je trouvais que c'était une activité qui rentrait encore dans une prise en charge bien-être, qui fonctionne très bien sur le bien-être justement, qui avec des belles améliorations, les gens sont contents et je trouve que ça s'alliait bien, ça allait bien ensemble. Donc voilà. est-ce que vous pouvez nous en parler, enfin nous dire un peu ce que c'est Oui, pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas vraiment le drainage lymphatique? Est-ce que vous le bien faites sûr. manuellement? Comment ça fonctionne? Alors oui, moi je fais tout manuellement, donc c'est vraiment une méthode associée au massage. Je dis bien associée au massage parce que du coup, on va venir manipuler les gens, hein, bien sûr, mais c'est pas du massage, c'est du drainage. Il y a quand même une différence et le but, ça va être de relancer la circulation lymphatique et la circulation, la microcirculation aussi, dans le but d'évacuer, si vous voulez, les déchets métaboliques qui ont tendance à stagner un petit peu dans cette lymphe aussi, et bien sûr l'immunité qui est aussi beaucoup présente dans la lymphe. Donc voilà, relancer cette circulation, ça va permettre de libérer les sensations de jambes lourdes, tout ce qui est rétention d'eau, problèmes circulatoires, les problèmes digestifs, les choses comme ça et ça fonctionne très bien. Voilà. Est-ce que c'est associé à un type de patient, ou pas forcément, Et c'est beaucoup de femmes, énormément de femmes parce que c'est physiologique aussi, les femmes font beaucoup plus de rétention d'eau donc ouais, c'est principalement des femmes, ouais. Et C'est par ça. rapport aux idées reçues qu'on a du drainage lymphatique, est-ce que ça fait réellement maigrir ou pas? Alors ça fait pas maigrir en soi, c'est-à-dire que alors, ça fait pas maigrir, c'est-à-dire que pour moi maigrir, c'est perdre du gras. Alors ça fera pas perdre du gras, par contre, on peut voir une différence sur la balance quand même, et en tour de taille, en tour de cuisse, en tour de hanche, enfin voilà, si vous prenez les mesures, vous allez voir aussi la différence parce qu'on va venir évacuer de l'eau en fait. Donc on va venir dégonfler le corps. OK, très bien. Et donc ça fait perdre de l'eau, pas de gras, j'imagine pas non plus de cellulite? Alors si, la Ah! cellulite, c'est ni plus ni moins que de l'eau ah quand même, bonne nouvelle. Ah, quand même. Non, la cellulite, c'est ni plus ni moins que de l'eau qui est coincée entre les cellules de gras à la surface de la peau, hein. Et nous, on va venir évacuer cette eau-là, qui stagne un petit peu entre les cellules de graisse. Et donc, du coup, forcément, ça va nettement améliorer l'aspect de la cellulite. Et vous travaillez avec une huile ou comment ça se passe en fait, à une Mmh. séance? Oui, c'est ça? Alors moi, je travaille avec une huile d'amande douce parce que c'est celle qui est le plus hypoallergénique, je trouve. J'en ai d'autres quand même pour le visage, je vais utiliser de la jojoba ou de l'huile de rose musquée, par exemple. Après, ça va être, vraiment en fonction des gens, je pose la question. J'ai des clients qui préfèrent ou pas. Une séance, bah, les gens rentrent. Alors moi, généralement, quand c'est la première séance, bon, je leur propose un petit thé, une tisane, quelque chose comme ça, pour leur expliquer, pendant que je leur explique en gros comment ça va se passer. Il y a un consentement éclairé à signer, parce qu'il y a quand même 2-3 contre-indications au drainage, notamment des grosses pathologies d'insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, antécédents d'AVC, des choses comme ça. À savoir qu'on peut malgré tout se faire drainer sur avis médical. Si vous avez par exemple OK. un gros antécédent, demandez au médecin. Si le médecin est d'accord, alors il n'y a pas de souci. C'est vraiment lui qui dira. Voilà et ensuite on passe du coup au drainage où, voilà, j'ai une table, de massage vraiment classique, hein,
comme, un massage bien-être, mais ça va être des mouvements de drainage du coup. Et vous évoquiez le visage, donc on peut faire un drainage lymphatique du coup, au niveau du Oui. Et c'est d'accord. pareil, alors le drainage lymphatique du visage, il va avoir des intérêts au niveau beaucoup du double menton, ça va être très remodelant parce que finalement, en fait, si vous voulez, le double menton, c'est souvent un petit peu de l'eau qui stagne. Donc ça, on va venir l'évacuer et puis au niveau des poches, des cernes, beaucoup. Et puis après, ça va au-delà de l'aspect physique, esthétique, il va y avoir quand même des bienfaits sur vraiment la réduction du stress, les migraines, le sommeil, des choses comme ça. Après le drainage lymphatique, il faut quand même que les patients, les patientes changent leur alimentation pour voir aussi un effet durable? Voilà, C'est c'est mieux ça, et OK. surtout l'hydratation. C'est enfin, en général on nous dit: «Il faut boire 1,5 litre, 2 litres». Est-ce que vous pouvez trancher, À 2 litres, c'est bien. 2 litres, c'est bien? Parce que si on boit trop, ça fait travailler aussi beaucoup les reins et sur le long terme, ça peut ne pas être hyper, intéressant non plus. Après, c'est vraiment là, boire trop, c'est vraiment des quantités énormes, énormes, hein. Puis en fonction aussi de l'activité, si on est très sportif, Ah, aussi. forcément on devra, surtout En avec la fait, le tout, chaleur qu'il y a en ce moment. c'est ça, c'est de compenser les pertes, en fait. Donc, bah, si on fait beaucoup de sport et qu'on sue beaucoup, il va falloir boire énormément derrière, c'est sûr. OK, et par rapport donc à la perte de poids, on va parler des bons réflexes à mettre en Ouais. place. Quels conseils vous donneriez à une personne qui souhaite perdre du poids durablement? On a évoqué un peu, juste avant les petits tips. Là, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter un peu pour conclure cette partie-là? Ouais, alors moi, je mettrais déjà l'accent beaucoup sur les protéines, donc protéines animales, on parle viande, poisson, œufs, donc voilà. Idéalement des protéines blanches, donc c'est-à-dire volaille principalement. Bon, bah, poisson après ça on change, hein, on varie et puis, les œufs aussi et au niveau végétal, ça peut être les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les pois cassés qui vont être une source de protéines végétales. Bien sûr, l'accent aussi sur les légumes, sans supprimer les féculents, surtout pas, mais voilà, à choisir, on va venir vraiment mettre l'accent sur et protéines, légumes, on va venir rajouter des féculents un petit peu, forcément et puis après, l'activité physique et l'hydratation, le sommeil. En fait, c'est vraiment un tout, il faut vraiment prendre soin de soi de manière générale, c'est-à-dire qu'il faut réussir à éliminer le stress parce que le stress, c'est très contre-productif dans notre perte de poids. Le stress, ça va vraiment, faire l'effet inverse si vous voulez. Donc ça va être vraiment un travail un petit peu général sur les habitudes de vie pour essayer de, bah, manger équilibré. On a vu un petit peu tout à l'heure ce que ça signifiait. Ça va être vraiment de l'équilibre alimentaire et puis, de l'activité physique, une bonne hydratation, un bon sommeil. Voilà. C'est pas très compliqué sur le sur Non, sur le sur papier, le et est-ce que le fait de compter justement ses calories, c'est plutôt une bonne méthode ou à proscrire? alors déjà, il faut compter ses calories, mais déjà, à partir de quoi? Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà savoir combien de calories j'ai besoin. Ça, voilà, pour réussir à équilibrer cette balance énergétique, on va être obligé de se poser un peu la question. Après, compter les calories dans l'alimentation, ça peut marcher un temps. Le temps de se rendre compte un petit peu de quelle quantité j'ai besoin. Ça peut marcher un certain temps, mais disons que c'est difficile de vivre comme ça toute sa vie et comme je vous disais, le plus important, c'est la régularité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir réussir à peut-être se donner des repères visuels pour se libérer un petit peu des calculs de calories et puis vivre un peu sa vie plus librement et puis mettre un petit peu de plaisir aussi dans l'alimentation. Pas se cantonner à: «J'ai le droit, j'ai pas le Oui. droit». Mmh. Voilà. À supprimer des plaisirs et dû être frustré et du coup après se Bah, rabattre, voilà. et craquer quoi finalement. Ah c'est dommage ça. Bah, ouais, Et on c'est do parle justement des personnes qui souhaitent perdre du poids et pour les personnes par contre qui souhaitent prendre en masse, est-ce que mmh. vous avez des petits conseils, justement, Alors ça va dépendre. Souvent on veut prendre de la masse, on parle souvent de ça dans les sportifs, mais il y a prendre de la masse, et prendre du poids. Parce que souvent, prendre de la si vous voulez, je fais la différence entre prendre du muscle, si vous voulez, et prendre du poids. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui veulent, bah, grossir, si je mets des guillemets au terme grossir, qui se trouvent trop maigres et qui veulent prendre un peu de poids. C'est pas la même «diète» entre guillemets.
comme je disais, prendre du poids, ça va se traduire par augmenter du coup ses apports énergétiques. Mais il y a certaines personnes qui dépensent énormément d'énergie sans rien faire, qui ont ce qu'on dit un métabolisme hyper rapide et tout. Il va falloir réussir à mettre le doigt sur qu'est-ce que ces gens mangent. Parce qu'ils vont me dire: «Mais je comprends pas, moi je mange des assiettes énormes de pâtes, je vais au McDo, Mmh. je fais tout ça, je ne prends pas 1 kilo.» Et ben, peut-être qu'il a un organisme ou cette personne a un organisme qui va venir utiliser énormément de glucides. Donc il va lui donner des glucides, il va lui donner des glucides, mais finalement il va pas prendre de poids parce que son corps, il les utilise beaucoup. Donc il va falloir venir essayer de changer d'apport. Donc peut-être augmenter soit les protéines, soit augmenter un petit peu les graisses pour aller chercher quelque chose de différent. Puisque de toute évidence, les glucides ne fonctionnent pas, par exemple. Et pour prendre du muscle, par exemple, est-ce que, vous conseillez ou déconseillez les vous savez, les poudres un peu de whey, Alors non, parce que les poudres de whey, c'est ni plus ni moins que du petit lait, donc le jus qu'il y a dans les yaourts là, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu. Ça, c'est du lactosérum, on va juste le mettre en poudre et c'est une whey, c'est ça, en gros, hein. Après, ce qui va être important, c'est de choisir une whey de qualité, en fonction de ses objectifs, puisque sur le marché des whey et des produits de sportifs, il y en a énormément. Donc chaque whey a un petit peu ses, ses bienfaits, sa composition spécifique en fonction de ses objectifs. Donc il faut juste réussir à déterminer laquelle est faite pour moi et après pas du tout, ça peut même rentrer dans la préparation de gâteaux, de oui. quiches, dans la cuisine. Donc sur des personnes qui ont vraiment du mal à augmenter leurs protéines, ça m'arrive de le conseiller, oui. Et donc on avait évoqué aussi le grignotage, donc est-ce que c'est vraiment mauvais finalement ou est-ce que qu'est-ce que vous en Alors pensez? le grignotage, c'est sûr que c'est pas idéal, mais je vais quand même faire un distinguo entre grignotage et collation. D'accord. Parce que, rentrée du travail, on a mangé à midi, il est 16h30, 17h, c'est normal d'avoir faim. La collation, elle est hyper importante parce qu'elle va nous permettre d'appréhender le repas du soir un peu plus sereinement, sans avoir les crocs, sans, grignoter sans manger en préparant le repas, par exemple. Donc ça va être important. Le grignotage qu'il va falloir limiter, bien sûr, ça va être un grignotage dont on se rend même pas compte, c'est-à-dire on est au bureau avec le paquet de M&M's à côté et puis on va le manger dans la journée sans même s'en rendre compte, en fait. Ça, c'est évidemment, plutôt à limiter. C'est sûr que ça va pas nous aider si on souhaite perdre du poids, c'est sûr. Et si vous devez nous donner des conseils justement, simples à appliquer dès aujourd'hui, Ouais. bon, pour des personnes qui souhaitent prendre, perdre, à vous de voir, des conseils et surtout des erreurs, que beaucoup de personnes du coup, font, que vous voyez auprès de vos patients, voilà, des erreurs qu'on voit sur internet ou qu'on entend? Sur les conseils, ça va pas être des conseils perte ou prise de poids, ça va plutôt être des conseils généraux de santé. Heu, Déjà manger des légumes à chaque repas. Boire de l'eau et pratiquer une activité physique régulière. C'est, des conseils qu'on entend souvent, mais c'est, je pense, pas pour rien. Pratiquer une activité physique régulière, je fais pas référence forcément au sport en soi. Je mets une nuance entre, partir 2 heures, faire un jogging, sans s'arrêter machin, ou juste, ben, marcher d'25 minutes, aller, à la piscine juste histoire de faire quelques longueurs. Ça va déjà être de l'activité et le faire, régulièrement, bah, idéalement tous les jours, plutôt quotidiennement. Ça va être hyper important aussi pour la santé de manière générale. Les erreurs à éviter, ça va être selon moi supprimer complètement un aliment, supprimer aussi complètement les féculents qui vont qui ça va pas bien aller, hein, vous allez perdre l'énergie très rapidement et puis ça peut aussi être confondre la faim et l'envie de manger. Ça, c'est un travail un petit peu plus introspectif, mais c'est important de faire la différence. OK, très bien, c'est très clair. Et dernière petite question, pour nos auditeurs qui nous écoutent, pour les personnes qui souhaitent justement entamer des études de nutritionniste, diététicienne, est-ce que vous avez, un message à faire passer ou des mots, pour les aiguiller dans leur orientation, par exemple? Alors oui, bon déjà sur un message de fin, général, ça va être, que l'alimentation de toute façon, on ne peut pas y échapper.
Donc c'est indispensable aussi à la bonne santé et c'est important de réussir à avoir une relation qui est plutôt saine avec, parce que, bah, de toute façon, ça va nous suivre un petit peu tous les jours, toute notre vie. Donc autant un petit peu soigner cette relation, qui peut être des fois un petit peu, nocive entre ce qu'on entend à la télé, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et puis, si vous souhaitez vous lancer dans des études de diététicienne, bah, déjà foncez parce que, c'est dans l'air du temps, c'est important et puis après c'est des études qui sont quand même assez denses avec, qui sont pas forcément très faciles avec beaucoup de choses à apprendre, au niveau physiologique, physiopathologique, biochimique, des choses comme ça. Mais faut pas lâcher parce que ça en vaut vraiment le coup et voilà. Merci beaucoup Lucie, pour cet échange très éclairant sur le sujet. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on souhaite, plus de conseils, d'astuces ou même prendre rendez-vous avec vous? Eh ben, écoutez, vous pouvez me retrouver, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, avec mon identifiant, c'est luludiète.s et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions et puis de vous éclairer, si vous en avez besoin. Donc merci encore, en tout cas, de m'avoir accueilli sur votre, radio. Bah, écoutez, plaisir partagé, merci à vous et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour aborder un autre sujet sur un nouvel épisode de On parle santé. Prenez soin de vous.